Elle a pris fin aujourd'hui, la 11e réunion du comité national de l'IFRECOR. Elle s'est conclue sur une stratégie de gestion durable des récifs. Différentes pistes de travail ont été élaborées. Avant d'en parler avec notre invité, explication sur ce que représente l'IFRECOR avec Lorelai Aubry. Fondée en 1999, l'IFRECOR est la déclinaison nationale de l'Initiative internationale pour les récifs coralliens. Sa mission consiste à promouvoir, tant au plan local qu'international, la prise de conscience des acteurs concernés, le développement de réseaux de surveillance, le partage des technologies et le savoir-faire en matière de gestion durable des polypes récifaux. En Nouvelle-Calédonie, cette délégation est présidée par le haut-commissaire Thierry Lataste. Durant cette 11e réunion du comité, les scientifiques de l'IRD et l'ensemble des comités locaux des différents pays d'outre-mer ont travaillé en faveur de la protection durable des récifs menacés d'extinction et avec eux tout un écosystème riche et protecteur. Pour lutter contre ce déclin, le programme d'action de l'IFRECOR prévoit la protection de 75% des récifs coralliens dans l'outre-mer français d'ici 2021, soit 5000 km² d'une diversité sans équivalent. Claude Perry, vous êtes, on le rappelle, directrice de recherche à l'IRD, membre du comité national IFRECOR. On le disait, différentes pistes de travail ont été élaborées. Quelle sera la stratégie pour la gestion durable des récifs ? Oui, merci donc de m'inviter sur ce plateau. Oui, plusieurs pistes évidemment sont étudiées par ce comité national dont il y a des déclinaisons au niveau local. Alors les pistes évidemment, c'est d'essayer de comprendre ce qu'est le blanchissement, puisque c'est une des menaces qui pèse fortement sur le récif corallien. Est-ce que c'est la principale menace ? Alors, ce n'est pas la principale menace, mais en tout cas, c'est une des menaces qui a occupé une bonne partie du temps ce comité. Alors, il y a plusieurs menaces. Il y a des menaces d'ordre climatique et puis des menaces liées aux activités humaines. Alors, on comprend bien que les menaces d'ordre climatique, on a du mal à pouvoir lutter, sauf à respecter les engagements, notamment signés lors de la COP21. En revanche, on peut tout à fait envisager de lutter contre les menaces qui sont directement liées aux activités humaines. Lesquelles, par exemple ? Par exemple, la dégradation physique des récifs coralliens lorsque l'on fait des dragages, lorsqu'on fait des remblais, ou la pêche, la surpêche, le rejet d'eau usée, etc. Donc, tous ces facteurs, on sait comment pouvoir y remédier. Ça dépend de la volonté d'y remédier. La volonté politique. Mais je dois dire quand même qu'il y a un engagement citoyen. Je veux dire, on est tous responsables de ce que l'on veut comme société de demain et on est tous responsables de son environnement. Donc chaque acte compte. Alors, il y a un chiffre qui est intéressant. On estime à 155 milliards de nos francs la valeur annuelle des services rendus par ces écosystèmes récifaux dans les Outre-mer, dont 23 à 38 milliards pour la Calédonie. C'est énorme. Alors vous savez, les chiffres, il faut toujours s'en méfier. Moi, ce sont des estimations, mais quand même. Oui. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un travail qui a d'ailleurs été effectué par l'IFRECOR pour estimer la valeur économique des services rendus par les écosystèmes coralliens. On les chiffre entre 200 à 300 millions d'euros pour la Nouvelle-Calédonie, avec un tiers qui serait représenté par les activités de pêche et le tourisme. Et les autres ? Alors les autres, ce qui est intéressant de souligner, c'est que la bioprospection, par exemple, c'est-à-dire la valorisation de la biodiversité, occupe un pourcentage très faible, c'est de l'ordre de 1%, je crois, alors qu'il y a, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, vraisemblablement des sources d'inspiration à trouver dans le milieu marin. Alors, le programme d'action 2016-2020 de l'IFRECOR prévoit un plan pour parvenir à la protection de 75% des récifs coralliens dans l'outre-mer français d'ici 2021. On l'a entendu dans le reportage de tout à l'heure. Est-ce que c'est réalisable ? Est-ce qu'on va pouvoir y arriver ? Alors, je ne sais pas si on va pouvoir y arriver. En tout cas, on essaie de se mettre dans cette dynamique. Et par exemple, en Nouvelle-Calédonie, mais c'est vrai dans les autres collectivités de l'outre-mer, il y a un plan d'action qui supporte et qui soutient les différents niveaux de protection qui sont d'ores et déjà mis en place. Je pense à tout le programme UNESCO, avec une partie des récifs et des lagons qui sont inscrits au patrimoine mondial, le parc naturel de la mer de Corail, qui englobe la totalité
responsabilité de la ZEE, mais également les aires marines protégées qui sont sous juridiction des provinces. Donc on est dans cette dynamique et on a bon espoir, en tout cas, si on ne les atteint pas, de s'en rapprocher. Alors, opérant dans une zone, près d'une zone inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Vale, l'usine du Sud, déclare avoir mis en place des mesures de protection. Est-ce que c'est crédible et réalisable? Réalisable d'abord, crédible en sachant qu'il y a déjà eu quelques accidents. Alors, la question de Vale ou des autres industriels, de manière générale, c'est quelque chose qui échappe à l'IFRECOR, je veux dire, qui est là sous la tutelle de la juridiction des collectivités en charge de la surveillance de l'environnement. Ce que je peux dire, c'est que le travail que font les comités, qu'ils soient donc national ou local, doit servir, puisqu'on réfléchit à des suivis, à optimiser les indicateurs de surveillance. Donc, on peut espérer que cela puisse servir, puisque de toute façon, la réflexion ne porte pas sur des récifs à 2 ou 3 vitesses. C'est la globalité des récifs, ceux qui sont en bonne santé et ceux qui le sont moins. Alors, on parle de l'autre usine maintenant, l'usine du Nord. Est-ce que des représentants de l'usine du Nord étaient là, par exemple? Ils étaient sans doute... Est-ce que ça va leur servir aussi? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose écoutez, en tout cas, ils sont contraints par des arrêtés où ils doivent mener des études d'impact. Donc, la question, si vous voulez, c'est de savoir que ceux qui les demandent les observent, les analysent et qu'il y ait surtout un suivi. Claude Perry, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Dans ce journal. Suite de nos entretiens avec les candidats à l'élection sénatoriale du 24 septembre, on parle politique cette fois, une élection où seuls les 522 grands électeurs du territoire seront appelés à voter. Ce soir, c'est au tour d'Émile Netchero, le candidat de l'Uni Palika. Il répond aux questions de Bernard Lassos et Laura Chintou.